Salut, bienvenue sur la chaîne de Chouk.online pour ce nouvel épisode, Gérer une équipe associative, les étapes fondamentales. Bon, vous l'avez peut-être vécu, mais soyons clairs, hein, devenir président d'association, ça revient à coiffer une collection complète de casquettes. Alors, parmi les plus importantes, notons quand même celle de manager. Ce rôle, ce n'est pas évident pour tout le monde. Gérer une équipe associative comporte quand même plusieurs versants très différents. D'autant que les personnes impliquées dans un mouvement associatif ont des motivations disparates. Donc, par principe, considérez qu'un comité associatif est une équipe multiculturelle. Le management est un mot qui évoque à la fois le monde du travail, entre autres la vente, et celui du sport, en particulier de la compétition. Cet état d'esprit impressionne ceux dont ce n'est pas déjà le quotidien. C'est pourquoi moi je préfère une expression comme gérer une équipe plutôt que manager une équipe. Gérer une équipe, c'est un terme qui est bien plus large et surtout qui induit plus de qualitatif que de quantitatif. D'ailleurs, cet article n'a pas du tout pour but de vous transformer en coach, entre guillemets, et de vous aider à réfléchir à la communication pour diriger un groupe suivant les fondamentaux du management. Alors, qui suis-je pour aborder avec vous ce sujet? Alors, je suis Esther et mon job est Associative Angel, c'est-à-dire que j'aide les associations à se développer. Grâce à la communication, je les accompagne d'ailleurs à la fois dans leur communication et dans leur développement, et grâce à la formation, tous les contenus de Chouk.online sont faits pour former de manière continue ou ponctuelle les bénévoles et les représentants des associations. Le sommaire de ce numéro. Le rôle du président, constituer une équipe, éviter les problèmes et motiver chacun. Allez, c'est parti sur le rôle du président. Notez bien que j'utilise le terme président de manière très généraliste. Il est évident qu'il en est même pour une présidente ou un dirigeant salarié. Ce qui va être son premier rôle, ça va d'abord d'être porteur d'une vision à long terme. C'est le fil conducteur pour gérer toute l'équipe associative. Le travail administratif et relationnel ne sont que des outils au service de cette vision. Le management opérationnel concerne la gestion des ressources, c'est-à-dire que le chef de projet optimise la charge de travail entre les différents acteurs du projet commun et veille à une cohésion d'équipe. Donc, sur ce point, la posture managériale répond aux obligations suivantes. Définir la mission de chacun avec précision, clarifier les relations interpersonnelles entre les différents intervenants, d'autant plus s'il y a des salariés dans l'équipe, s'adapter aux motivations des bénévoles pour fédérer l'équipe et respecter l'emploi du temps et la disponibilité des bénévoles et des professionnels. Donc, dans ce cadre, la base du management, c'est certes de diriger l'équipe, mais surtout de prendre les décisions stratégiques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés, et en l'occurrence, on parle de la mission de l'association. Parmi les présidents, entre fondateurs ou repreneurs, quelle différence? Déjà, soyons clairs, c'est que quelle que soit la façon dont le dirigeant de l'association a accédé à cette responsabilité, est-ce qu'il a fondé l'association, est-ce qu'il a été élu, sa position au quotidien sera la même vis-à-vis de l'équipe. Donc, autant une aide administrative peut facilement être déléguée à un autre élu ou à un employé, voire un prestataire extérieur. Par exemple, le secrétaire ou le trésorier assume une part de cette tâche administrative. Au contraire, gérer une équipe sur le terrain demande des qualités humaines personnelles. Et là, on n'est pas tous égaux, il faut être honnête. Ce point est d'ailleurs le talon d'Achille d'une association, car il en faut peu pour fragiliser, voire anéantir un esprit d'équipe. Allez, voyons les qualités d'un président idéal, bon manager. Ce poste est donc primordial pour l'avenir de l'association. Il ne peut pas être confié au premier venu. Cette personne n'a pas besoin d'être un super-héros, mais il faut quand même qu'elle capitalise, j'ai dit les phrases en désordre, excusez-moi, des aptitudes managériales.
avec des compétences telles que la coordination des individus, des informations et des actions. Là, c'est un vrai rôle de référent central. Une capacité à l'écoute active, donc une communication ascendante, mais aussi transmission des informations et consignes, donc communication descendante ou transversale. Une capacité à l'empathie, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, pour être suffisamment sensible aux profils psychosociaux présents au sein de l'équipe. Ça, c'est important. La prise de décision après synthèse des avis consultés. Partage collaboratif, c'est-à-dire accepter de déléguer et que les choses soient faites d'une autre façon qu'on les aurait faites nous-mêmes. C'est de déléguer. Et surtout, savoir exprimer sa reconnaissance par des remerciements et une mise en valeur des équipiers correspondants. Donc, entre fondateur ou repreneur, déjà précisons, le repreneur, c'est simplement un président qui a été élu après la fin du mandat du président fondateur. Alors, à la base, côté fondateur, son leadership naturel, il réside surtout dans sa connaissance intime des antécédents. Il est lui-même l'histoire du projet, donc il maîtrise absolument toutes les nuances situationnelles. Il a vu arriver chaque personne, il a construit lui-même chaque partenariat. A priori, tout le monde connaît le fondateur et le fondateur connaît chaque détail de la structure. Le style de management peut être paternaliste ou directif. Ça dépend vraiment de son savoir-faire, même voire de son savoir-être, pour être honnête. Mais à la longue, il arrive toujours un moment où l'association va amorcer un changement hiérarchique. L'espoir à ce moment-là, pour la continuité de l'association, c'est de trouver des nouveaux leviers pour le développement de la cause soutenue. Ah ouais, en réalité, la transition, c'est toujours un saut dans le vide. Selon son contexte, qu'elle se fasse en douceur à la demande du fondateur qui veut passer la main, ou en force à la demande des administrés qui veulent passer à autre chose, c'est un peu délicat, toujours. À cette occasion, moi, j'ai entendu, j'ai lu des témoignages sur la communauté Choupi qui révèlent toujours une fracture dans le cursus de l'association. Il y a un avant, il y a un après. Le fondateur. Souvent, c'est douloureux, parfois c'est apaisant. Tout dépend, j'allais dire, de l'intelligence collective qui était mise en œuvre à ce moment-là. On voit bien qu'une fois encore, l'humain et la communication sont déterminants. Le président élu, après le fondateur, lui, apporte un regard extérieur, un regard neuf. Il est élu à la tête d'un groupement qui est déjà constitué, donc il n'a pas obligatoirement cette connaissance fine de toutes les antériorités. C'est pourquoi moi, à la prise de poste, je recommande un état des lieux. Je trouve que c'est indispensable. Alors, si par chance, la transition s'effectue en douceur, le fondateur ou le président sortant transmettra sans aucun doute tous les documents, les fiches de mission, les procédures usuelles nécessaires pour gérer l'équipe au plus vite. Mais ce ne sont là que des outils de management. Pour fédérer une équipe au quotidien, cela ne suffit pas. Pensez toujours à l'humain. Que son élection s'inscrive dans l'opposition, dans la continuité, un bilan donnera au nouveau président les éléments nécessaires pour s'approprier la vision et l'historique de l'association. Moi, dans cette optique, je vous recommande, c'est d'organiser une rencontre avec les équipes. Notez bien le pluriel de les équipes, car il est de toute importance de séparer les différentes catégories, animateurs, intervenants, bénéficiaires, et ainsi de suite. En effet, ils n'ont pas le même vécu, donc ils n'ont pas le même ressenti. Et donc, leurs retours d'expérience, les fameux feedbacks, seront différents. Si vous voulez obtenir des témoignages sincères et utiles, il vaut mieux ne pas diluer les remarques de chacun dans un nuage d'intérêts divergents. Tout le monde parle dans son coin. Voilà. C'est pourquoi, en vous adressant à un groupe d'une seule catégorie, que les bénévoles, que les animateurs, les réponses seront plus homogènes.
et vous pourrez approfondir sur le vif, reposer des questions, rebondir et ainsi de suite. La synthèse de toutes ces informations permettra de construire un plan d'action. D'un côté, piloter pour améliorer ce qui a besoin de l'être, et de l'autre, maintenir ce qui satisfait la majorité concernant les habitudes déjà prises pour gérer cette équipe. Petite cerise sur le gâteau, si vous en avez l'opportunité, des entretiens individuels en plus ou à la place de réunions collectives tendront vers plus de véracité. Les gens en tête à tête vous diront des choses qu'ils ne diraient jamais devant témoin. Un autre point qui est important pour le président idéal, c'est la formation initiale ou continue. Nous avons vu que son premier rôle, c'est la transmission de la vision collective et la motivation des équipes. Ceci est absolument impossible s'il y a des zones d'ombre qui vont saboter votre charisme aux yeux de ceux que vous dirigez. En vérité, les compétences humaines naturelles que l'on a vues tout à l'heure peuvent se révéler insuffisantes pour faire face à des situations problématiques. Quand tout va, tout va. Mais quand ça coince, la formation vous donnera plus d'aisance, plus de force dans votre gestion du problème. Donc, il est vraiment conseillé de vous former pour développer vos compétences. Alors, à ce sujet, vous pouvez déjà considérer que ce bonus, cette vidéo, est une initiation et une sensibilisation en management spécifique au monde associatif. C'est le rôle de ce contenu, d'accord? Voici les 4 piliers, là, je vous ai illustré, de la mission présidentielle que vous devez approfondir. Alors, en 1, la vie associative. Je vous assure, il y a tellement d'idées reçues, fausses, bien sûr, qui freinent les élus dans leur élan. Moi, lors des consultations privées, mais j'entends pire que pendre. Et je suis toujours soulagée lorsque je peux rétablir la vérité. Souvent, c'est ce qui va débloquer une situation, c'est de savoir ce dont on a le droit ou pas, tout simplement. Donc, méfiez-vous des « on a toujours fait comme ça ». Il s'appuie peut-être sur de mauvaises habitudes et pas sur de bonnes pratiques. Méfiez-vous. Deuxième point de la formation, c'est le management. C'est cet article, on est d'accord, ce contenu correspond à ça. Prenez quand même du recul pour considérer ce thème de manière générale et surtout bienveillante. Parce que gérer une équipe, ça ne suppose pas de vous transformer en coach au sens du challenge et d'une culture du toujours plus. Simplement, c'est mon cas. Gérer une équipe de seniors dans un club de tricot, ça ne rentre pas dans un cadre compétitif. Pour autant, il s'agit déjà de compétences managériales. Le troisième point de formation, c'est la communication. À partir du moment où vous admettez que gérer une équipe est d'abord une question de relations humaines, la communication sous toutes ses formes devrait devenir votre priorité. Par chance, vous êtes justement au meilleur endroit pour vous former à la communication des associations parce que 100% des contenus de Choup Online est consacré à ce thème. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la Choup News du mercredi. Je vous mets le lien en descriptif. Grâce à ces contenus exclusifs, vous aurez l'opportunité d'enrichir votre formation, petit à petit, formation continue. Quatrième point de formation, ce sont les nouvelles technologies. Parce que là, au XXIe siècle, les supports digitaux sont le corollaire de la communication. Alors, pour rester concentré sur notre sujet d'aujourd'hui, je vais vous dire de vous former aux outils numériques utiles pour gérer une équipe. Il y en a plein d'autres, mais déjà ceux-là. C'est-à-dire les outils qui servent à la coordination d'équipe, au maintien du lien humain et à la gestion de projet. D'ailleurs, voyons un petit peu comment constituer une équipe. Parce que gérer une équipe, c'est bien, mais encore faut-il en avoir une d'équipe autour de soi. Donc, attirer du monde et motiver les gens à rester, le maintien, c'est une des missions du président manager. Alors, là aussi, les termes de l'entrepreneuriat peuvent effrayer ceux qui ont une mauvaise image ou une expérience désastreuse de l'entreprise.
tout le monde ne se sent pas une âme de DRH. C'est pourquoi moi, je préfère des thèmes plus associatifs friendly, comme attirer, mobiliser ou convaincre les gens de venir vous rejoindre dans votre équipe. Voyons les différents types de personnes, différents groupes que vous pouvez retrouver dans votre équipe, justement. Donc, il y a les adhérents et les bénéficiaires. Ce groupe constitue le fondement même de l'association. Cette dernière, elle fonctionne pour eux et par eux. Donc, selon votre activité, il peut être plus ou moins facile de réunir des participants. C'est pour ces motifs que vous trouverez d'ailleurs sur le Soup blog, dans les autres vidéos, des articles très généralistes qui évoquent les techniques de communication passe-partout, par exemple, augmenter le nombre d'adhérents, mais aussi des conseils beaucoup plus précis pour vous aider à adapter en fonction de votre activité. Par exemple, convaincre d'aider les SDF. En la matière, le bon vieux principe de la boule de neige s'impose. Commencez votre activité en comité restreint, sans complexe, puis votre association se développe à partir de ce premier noyau dur, grâce à la communication traditionnelle et à la communication digitale. Que votre association soit débutante ou pas, les adhérents sont les meilleurs apôtres. Est-ce qu'il va être certain qu'ils vont en parler d'eux? Donc, il est primordial qu'ils vivent une très bonne expérience utilisateur, comme on dit dans le business, pour que leur expérience soit la plus épanouissante possible. D'ailleurs, on va y revenir un petit peu plus loin. C'est comme ça que vous allez les retenir et multiplier les adhérents ou les bénéficiaires. Autre groupe dans votre équipe, ce sont les bénévoles. Parmi les adhérents ou les représentants majeurs, si votre activité s'adresse à des enfants, certains auront vraiment à cœur d'aider l'association. Les raisons de cet engagement bénévole prennent racine au plus profond d'eux. Vous ne pouvez pas changer ça. D'ailleurs, on l'a vu dans une autre vidéo, comme motiver des bénévoles en adaptant les affiches. Je vous mets le lien. De telle sorte que gérer votre équipe revient à tenir compte de ses motivations sans juger. Tant qu'elle est honnête et pacifiste, toute motivation est acceptable pour le bénévolat. Prenez les gens tels qu'ils sont. C'est tout. Le coordinateur d'équipe, tout simplement, il s'adapte aux particularités individuelles. Parce qu'il faut être honnête, le terme de bénévole cache plusieurs réalités. D'un côté, il y a les bonnes volontés qui font de leur mieux, et de l'autre, il y a des professionnels qui exercent leur métier de manière solidaire. Donc là, on a les amateurs, les pro bono. Donc parfois, ils auront même été sollicités spécialement, les professionnels, pour un besoin en bénévolat de compétences. Donc ménager toutes les sensibilités et gérer l'équipe de votre association avec tact. Parce que d'un côté, le challenge va être de former ceux qui en ont besoin, et de l'autre, vous obtiendrez de meilleurs résultats en lâchant prise. Donc, gérer une équipe, c'est aussi accepter de déléguer à ceux qui savent. Autre catégorie dans une équipe, ce sont les employés d'associations. Bon, d'accord, ce n'est pas toutes les associations qui en ont. Et peu importe le nombre, qu'il y en ait 1 ou 10, le personnel d'une association compte quand même régulièrement des salariés. Et là, il y aura à nouveau autant de situations que de personnes. Vous allez avoir des temps partiels ou des pleins temps, des contrats classiques ou des emplois aidés, des personnalités aussi. Il y a le perfectionniste, le laxiste, l'hyper investi, la complètement blasé. Partant de ce fait, c'est une équipe dans l'équipe. D'autant plus si ces employés mènent une carrière complète dans la structure associative, c'est-à-dire que leur poste s'inscrit dans la durée. Il est même probable qu'ils aient plus d'ancienneté que la plupart des bénévoles, voire que le président, si ce n'est pas lui-même le fondateur. En plus, ils envisagent sereinement de rester en poste plus longtemps que les élus. Eux, ils sont là pour leur carrière. Et ça, ce n'est pas un détail. C'est hyper important parce que c'est là que les risques de friction sont les plus à vif. Je vous parle d'un exemple concret.
Moi, j'ai déjà vu une secrétaire salariée essayer de prendre le pouvoir pour gérer l'équipe. Donc, l'association, en vérité. Elle était dotée d'un très fort caractère, d'un ego démesuré, soyons clairs, et elle imposait des soi-disant habitudes qui s'avéraient des détournements de procédure à son avantage. En fait. Vous voyez, à chaque nouveau président, elle inventait des trucs et c'était toujours en sa faveur. Donc, d'où l'importance pour un dirigeant, même provisoire, d'une formation solide. Une gestion associative, le droit du travail, le traitement des conflits, ainsi de suite. Pas besoin d'une expertise approfondie dans chaque domaine, mais au moins une initiation aux fondamentaux. Vous vous sentirez plus légitime et vous serez mieux armé, donc plus fort, pour faire face aux manipulations. À ce sujet, je voudrais vous parler de la gestion ascendante. Moi, j'invite toutes les associations qui peinent à trouver un bureau stable, par exemple dans le cas là, de cette association avec cette secrétaire compliquée à gérer. Donc, ces associations, réfléchissez sur la réalité des postes au sein de votre structure. Quelle est l'expérience des élus précédents? Pourquoi sont-ils partis? S'il y a eu des problèmes, d'où viennent réellement ces problèmes? Une fois, on peut penser que c'est le président. 2 fois, acceptons. À la 3e fois, c'est que le problème vient d'ailleurs. D'ailleurs, comment éviter que ces problèmes se reproduisent? Pour éviter la valse des présidents, la valse des élus. Il faut traiter le problème à sa base pour que la solution soit durable. Donc, puisque une association, on sait bien, hein, c'est un groupement désintéressé de personnes autour d'une cause commune, eh bien, gérer l'équipe, c'est aussi la responsabilité de tous. C'est une histoire de groupe. Alors, d'accord, on est là pour ça. Le haut de l'organigramme manage l'ensemble. Comme on l'étudie là dans ce dossier. Mais à vrai dire, le bas de la pyramide doit être vigilant à ce que ses représentants puissent travailler dans de bonnes conditions matérielles et humaines. Voilà, c'est simplement, c'est que élire un président, ça ne suppose pas jeter un esclave dans la fosse aux lions, quoi. Si vous voulez qu'il continue de vous représenter, mettez tout en œuvre pour qu'il s'épanouisse dans cette fonction. Et parfois, il faudra le protéger des autres, des malveillants, des personnes malveillantes, et puis des fois de lui-même, selon la personnalité trop généreuse, trop impliquée, et ainsi de suite, trop perfectionniste de votre représentant. Autre partie de la gestion d'une équipe, c'est les éléments extérieurs, c'est choisir les partenaires et les fournisseurs. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce dossier, vous percevez à quel point l'éventail des implications pour gérer une équipe est large. À mon avis, le choix des partenaires associatifs, qu'ils soient institutionnels ou professionnels ou associatifs, donc, entre dans cet environnement direct. Parce que communiquer avec eux pour obtenir un bon rapport qualité-prix ou construire un sous-projet commun, ça relève du management. Premier point, et ce n'est pas les moindres, c'est savoir dire stop. Alors, je vous explique, hein, moi je l'ai vécu. Je vous donne un exemple concret pour que j'espère que ça vous parlera. Avec l'imprimeur, des supports écrits de notre association, les affiches, les prospectus, les calendriers, ainsi de suite. À mesure des années, à chaque fois qu'il nous rendait des travaux bâclés ou de mauvaise qualité, le bénévole du club photo ou celui de la communication s'adaptait pour éviter les prochaines erreurs. Petit à petit, il réalisait 99% du travail de l'imprimeur. Il le faisait à sa place. Il avait juste appuyé sur le bouton print. Et des fois, c'était encore compliqué. Et nous, on négociait aucun tarif préférentiel. Ça, c'est notre politique interne. Et on payait toujours immédiatement. Donc, vraiment, a priori, de notre côté, nous n'étions pas forcément des gens compliqués, sauf qu'on était exigeants sur la qualité du travail. Tout ça, vous voyez, ce sont des habitudes qui se sont construites petit à petit. Voilà, un truc après l'autre. Voilà, on s'est mis à en faire, nous, de plus en plus pour essayer d'avoir plus de chances d'obtenir ce qu'on souhaitait. Et puis un jour, ils ont montré carrément impolis avec moi. Enfin,
Je suppose que raccrocher au nez d'un client, vous êtes d'accord que ce n'est pas une attitude convenable pour un artisan. Et association ou pas, quand vous payez, c'est que vous êtes un client. Donc moi, j'avoue que je ne l'ai pas très bien pris. Et à ce moment-là, en tant que président, j'ai listé tous les avantages et tous les inconvénients qui représentaient notre collaboration avec ce fournisseur. C'est facile, hein, une colonne, plus, moi. Puis, il s'est avéré que le bilan présentait un déséquilibre vertigineux. Hein. Pour ainsi dire, le seul point positif en sa faveur, c'était le respect de notre principe de donner la priorité au commerce de proximité. C'est-à-dire que c'était le seul point positif, c'était que notre conviction était à nouveau à sa faveur. C'était ça, juste notre conviction était mise en jeu. Alors moi, sans tarder, j'ai pris la décision de changer de fournisseur. Voilà, en tant que présidente, j'ai dit stop. Stop, on change de fournisseur. Et qu'est-ce qu'on retrouve là? On retrouve une synthèse, une décision et un recrutement pour trouver un remplaçant. Cette série de 3 étapes est propre à un manager. Donc, c'est vraiment gérer une équipe, restreindre au premier cercle, les bénévoles, les adhérents, ou élargir aux éléments extérieurs, comme dans ce cas. Bon, c'est pas tout de savoir dire stop. Il faut encore trouver les bonnes personnes. Donc, par cet exemple, il apparaît évident qu'évaluer l'intérêt d'une collaboration inclut aussi bien des paramètres matériels, financiers et humains. Il en est de même pour les animateurs ou les conférenciers ou d'autres intervenants au sein de votre association. En comparaison avec les entreprises, il faut être honnête, les associations sont plus souples dans leur modalité de recrutement. En règle générale, le relationnel va l'emporter sur tous les autres critères, comme le montrent les multiples exemples de témoignages de l'association Passe-Temps qui a écrit « Histoire vraie pour recruter des animatrices indépendantes ». Je vous mets le lien, vous pourrez voir toutes ces histoires. Mais toutefois, le monde des associations, je vous le rappelle, n'est pas celui des bisounours. Il arrive parfois que gérer l'équipe signifie de mettre fin à une collaboration délétère. Et je suis d'accord, personne. Personne. Alors, pour arriver justement à des problèmes, eh ben, on va essayer de les éviter. On ne peut pas avoir à les gérer, on va les éviter. 2 points qui sont importants, parce que dans l'ensemble, il faut quand même être honnête, les relations au sein d'une association se déroulent plutôt bien. Une ambiance bon enfant, des personnes de bonne volonté suffisent généralement à arrondir les angles. En principe, la vie associative représente un bonus sur notre vie ordinaire et les bonus, ils sont supposés apporter du bon, y compris dans leur nom. Voilà, c'est comme ça. Donc, généralement, tout se passe bien. Mais vous allez quand même devoir mettre les chances de votre côté pour que tout se passe bien, justement. Pas penser que ça va être automatique. Alors, pour gérer une association avec un esprit serein, l'ensemble du comité associatif va anticiper son fonctionnement pour prévenir les conflits, justement. Et puis, pensez que la vie d'un groupe évolue au fil de l'actualité, de sorte qu'il est probable que des ajustements soient nécessaires de temps en temps. Bon, selon l'importance de ces ajustements, des fois, une simple mise à plat suffit à corriger ce qui est le plus adapté à la réalité collective, mais parfois, une refonte complète va justifier une discussion et un vote, par exemple, lors de l'Assemblée générale. Vous jouez au cas par cas. Là. Il n'y a pas vraiment de règles. Et donc, dans ce cadre-là, le président va jouer vraiment un rôle d'encadrement. Il va conduire le débat vers un consensus qui respecte à la fois la vision et les valeurs de l'association. Autre point, pour éviter les problèmes, ça va être de repérer les comportements déviants. Parce que malheureusement, le comportement de certaines personnes dérape avec le temps. Tous les égos ne résistent pas du tout à l'attrait du pouvoir ou aux enjeux qui sont même relatifs. S'il n'est pas lui-même en cause, le président doit se comporter en père de famille qui veille à ce que chacun soit en sécurité relationnelle. Cette fois, le management s'appuie sur l'écoute et l'empathie pour gérer son équipe. On est à nouveau sur de l'humain.
tout ce qui est gardé sous silence est souvent plus significatif que ce qui est exprimé. Notamment, tous les cas de harcèlement se caractérisent par des micro-méfaits qui paraissent ridicules hors contexte. C'est pour cette raison que les victimes se taisent. Il est donc très difficile pour un responsable d'équipe de reconnaître une relation toxique. Quand les faits sont établis, il est aussi difficile de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger, voire sauver l'association. Car poussé à son paroxysme, agir face à un cas d'abus de confiance morale n'est pas une mince affaire, je vous garantis. Il va de soi que ces histoires anxiogènes à l'extrême demandent un fort caractère pour ne pas se laisser entraîner dans des conflits sans fin. Il est essentiel que le président reste en dehors du débat. Comme une mère rétablit la paix entre ses enfants sans prendre part elle-même au conflit. Là aussi, l'ensemble des membres associatifs ont un rôle de soutien à jouer envers leurs représentants. L'aider à prendre du recul va lui permettre d'y voir clair entre son avis personnel et celui du groupe, ou du moins de la majorité. Accepter ses décisions et l'accompagner dans leur mise en œuvre sont autant d'actions de communication qui contribuent à gérer une équipe avec assurance, à défaut de certitude. Alors, dernier point, motiver chacun. Vous remarquerez sans doute que je cite en dernier cet objectif qui est pourtant le plus évident dans l'imagerie populaire en réponse à comment gérer une équipe. Tout simplement, ce que je voulais, c'était apporter un point de vue innovant sur le rôle d'un président d'association. Et puis, il est évident que ce dossier va finir sur cette lancée. En ce qui concerne les méthodes pour devenir la meilleure version de vous-même ou obtenir toujours plus des autres, moi, je vous laisse voir ailleurs. En fin de compte, en tant que présidente et en tant que choupe, ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux apporter à mes administrés pour qu'ils gardent leur motivation initiale. Donc, pas question de manipuler qui que ce soit pour les pousser hors de leur zone de confort ou abuser encore plus de leur engagement. Ce que je vous recommande, c'est d'écouter les mots révélateurs. Parce qu'en d'autres termes, moi, je suis profondément convaincue que pour gérer une équipe en association, l'important est de respecter les limites personnelles de chacun. Partant de là, vous pouvez relire le fameux conte du caillou. Je vous mets le lien en description et gardez bien en tête ce symbole. Il vous aidera à la bienveillance face à des refus de dons ou à des refus de participation active. De la même façon, dans la diversité de mon parcours professionnel, on m'a montré à plusieurs reprises que le sentiment d'appartenance incite à donner plus de soi et de tout en général. C'est donc un pilier de votre communication qui doit être construit en urgence et priorité. Toute action visant à créer du lien social au sein d'une association sera le bienvenu. Là aussi, je vous mets le lien vers une ressource pour vous aider à créer ce lien social au sein d'une association. Puis moi, sur les mots révélateurs, il me revient à l'esprit l'exemple d'un collègue au sein de l'entreprise dont nous sommes tous les deux salariés, qui dit toujours « vous », alors que la plupart des salariés disent « nous ». D'accord ? Vous faites ceci, cela, nous, on fait ceci, cela. Ce choix qui est involontaire sont quand même des mots révélateurs de l'implication ou pas dans l'esprit d'équipe. De toute évidence, ce collègue, il se sent extérieur. Et d'ailleurs, ses résultats s'en ressentent, puisqu'ils sont à la hauteur de son engagement, c'est-à-dire nous. Donc, désormais, soyez attentifs à cette nuance de langage et repérez le positionnement spontané de ceux qui vous entourent pour gérer l'équipe et l'association. Vont-ils dire combien coûte ton calendrier ou combien je dois à l'association? Vont-ils dire il y a du monde à votre animation ou vont-ils dire plutôt où allons-nous trouver ceci, cela? Pour motiver chacun, pensez à préparer l'avenir aussi. D'abord, le management passe par des petits détails. Donc, voici 2 domaines où vous pouvez exercer en finesse un accompagnement durable. Déjà, l'apprentissage du bénévolat par les plus jeunes. Je vous mets une ressource, un lien pour ça.
Et aussi l'utilisation des données personnelles, évidemment, hein, avec des bonnes motivations. Donc là aussi, je vous mets un lien. Vous en servirez pour animer la vie associative. Vous verrez, je vous donne plein d'exemples concrets. Dans ce cas-là, dans ces deux cas-là, préparer l'avenir, l'essentiel, ce n'est pas d'atteindre la perfection, mais de progresser. Alors, fille des complexes en comparaison de structures plus grosses, plus anciennes ou plus fortunées que la vôtre. Peu importe ce que réalisent les autres. Évaluez vos propres réalisations en fonction de vos moyens effectifs, humains, matériels ou financiers. Chaque bilan sert de tremplin pour améliorer votre avancée. Plus il sera factuel, plus il sera constructif. Et la bonne nouvelle, c'est que les paramètres humains sont mesurés aussi. Donc, exemple de paramètres chiffrés. La buvette a rapporté telle somme. Nous avons distribué tant de repas. 3 victoires contre une défaite pour cette saison en sport. Augmentation X pourcentage du nombre de participants. Oui, on est sur du chiffre. Critères d'évaluation humaine que vous ne pouvez pas exprimer en chiffres mais qu'il faut quand même oser. Les animateurs ont diversifié leurs propositions. Les participants se plaignent du froid dans la salle. Les donateurs sont déçus de ne pas avoir été invités. Plus personne ne veut tenir le stand au forum. Tout ça, c'est une évaluation qui va vous permettre de trouver des solutions et donc de progresser. Voici en conclusion les récapitulatifs des 4 étapes importantes pour gérer une équipe associative. Et grâce à ses qualités personnelles et à une formation appropriée, le dirigeant va maîtriser ces étapes du management d'équipe. Donc d'abord, connaître son rôle pour être porteur de la vision, recruter une équipe, et on a vu tous les groupes qui sont concernés, anticiper les problèmes, les éviter et les régler pour obtenir la sérénité dans votre équipe, et puis motiver les différents individus, et on a vu ces points différents. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, soyez choupis, pensez à commenter et liker. Vous pouvez partager à vos amis et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. À bientôt!